Et voilà l'artiste. Alors je crois qu'on est tous un peu ébranlés par ce film. Alors je dois faire aveu. Voilà, je m'étais laissé la possibilité de découvrir ce soir. J'avais en revanche vu par captation vidéo le spectacle que vous irez sûrement voir demain à la Maison du Théâtre. Et je suis très surpris. Alors, juste une petite remarque. Ma remarque, en fait, au fond, et ce sera peut-être une des grandes différences avec le spectacle, hein, le voile est très peu présent. Et voire même quasi absent, sinon de manière comme ça un peu sporadique. Et ce qui me frappe, c'est au fond, je me demande si j'aurais pas plutôt appelé le film plutôt dévoilé, au sens où ce sont des femmes qui ôtent leur voile, mais c'est aussi un dévoilement, un rapport à l'intime. Voilà. Au fond, le spectacle serait les voilés, tandis que ce film, plutôt dévoilé, au fond. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ce serait plus juste terminologiquement par rapport à ce qui est dit dans le film. Néanmoins, pour moi, dévoiler, ça fait appel à un tout autre imaginaire que je trouve extrêmement violent et qui rappelle aussi toutes ces sortes de cérémonies de dévoilement qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie, etc., où des personnes blanches, françaises, enfin de la métropole en tout cas, venaient dévoiler les femmes musulmanes, etc., comme pour les émanciper. Et du coup, ce terme, pour moi, faisait plus appel à de la violence que le terme voilé, que je trouvais quelque part plus métaphorique, qui venait plutôt être lors de cette parole qui est voilée, qui n'est pas entendue, qui est difficile d'accès, etc. Et toutes les personnes que j'ai interviewées pour le film, ce sont des amis, à l'origine, avec qui jamais je n'avais pu avoir cette conversation. C'est-à-dire que même dans un cercle amical proche, c'est une conversation qui est compliquée, parce que c'est trop intime ou parce que c'est trop en tension. Actuellement, tout est là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, sur le titre, moi aussi je voudrais revenir là-dessus, parce que c'est vrai que quand on voit votre film, on peut être un peu déconcerté dans les attendus que l'on peut avoir sur le titre voilé et ES. Et en fait, j'aurais plutôt suggéré, je voudrais faire deux remarques, mais la première, j'aurais plutôt suggéré voilé et S, voilé au masculin. Parce que, il me semble, je voudrais vous rappeler deux histoires que vous connaissez peut-être, mais la première est empruntée à l'Ancien Testament. Moïse est voilé. C'est un personnage voilé, il est voilé parce que la vue de Dieu est insoutenable et que comme il a affaire directement et visuellement à Dieu, il est obligé de se voiler. Donc c'est un personnage qui est représenté parfois voilé. Et d'autre part, pour le Coran, Allah est voilé aussi, c'est-à-dire qu'il est séparé des mortels par 7 voiles. Donc il y a ces deux personnages, l'un est un personnage masculin, l'autre est peut-être au-dessus du masculin, Dieu, enfin Allah, mais ils sont tous les deux voilés, c'est-à-dire qu'ils est quand même, c'est-à-dire en ce sens qu'ils échappent par l'image du voile à la visibilité humaine. Et je trouve que c'est ce que raconte votre film, c'est-à-dire qu'en grande partie, il dit comment des femmes errent dans la foi, et la phrase du début est très belle sur cet aveuglement, il me semble, quelque chose comme ça, et comment elle cherche Dieu, et parfois il apparaît, parfois il n'apparaît pas, et donc il me semble que c'est lui qui est voilé. C'est pour ça que j'entendrais plutôt, pour une fois, voile au masculin, c'est lui qui est voilé, il me semble. Les femmes dans votre film ne sont pas beaucoup voilées. Et je ne sais pas si je fais tout de suite ma seconde remarque ou si je... Non, ma seconde remarque est plus anthropologique. C'est que ce qui m'a touché dans votre film, en plus de ma première remarque, c'est que globalement, il n'y a qu'un seul homme, il est en image, c'est d'après ce que je comprends votre arrière-grand-père, voilà, c'est le seul homme, et bon, il est vraisemblablement mort, et dans tous les cas, il existe à l'état, uniquement à l'état d'image. Or, le voile humain, c'est
cette fois-ci, pas le voile de Moïse ni celui d'Allah, est quand même très largement, comme on dirait aujourd'hui, une affaire de genre. C'est-à-dire que les femmes sont voilées parce qu'il y a des hommes, d'une manière ou d'une autre. Alors vous allez me dire, les moniales, elles sont voilées à partir du moment où il y a une revirilisation de Dieu, après une sorte de parenthèse christique, où il y a une grande tendresse, une grande douceur, donc aussi probablement une certaine féminité en Jésus, ou en tous les cas la possibilité d'une certaine féminité en Jésus. Saint Paul renoue avec une tradition vétérotestamentaire où Dieu c'est le Sabaoth, etc. Enfin, un Dieu extraordinairement viril, je crois. Et si les moniales se voilent, elles font donc leur chevelure à Dieu, puis ensuite elles se voilent, parce qu'elles sont sous le regard de ce super-homme, d'un Dieu qui est quand même un super-homme, sans compter que pour les moniales, je vous rappelle que toute la hiérarchie est masculine. Le confesseur est masculin, etc. Enfin, toute la hiérarchie est masculine. Et donc, même si elles sont entre elles, il y a quand même une présence masculine très forte et qui explique, je crois, en grande partie le voile. Quant aux musulmanes, on ne dira jamais assez à quel point le voile n'est pas une affaire théologique ou religieuse chez les musulmans, contrairement à ce qu'ils disent elles-mêmes, et contrairement à ce qu'ils disent les musulmans, c'est pas une affaire théologique, mais c'est une affaire anthropologique. En tout cas, c'est une affaire où les rapports entre les hommes et les femmes sont constamment mobilisés. Or, votre film, ce qui me frappe, c'est, comme je répète, à part qu'il y a un seul homme, cet homme est un fondateur, un démiurge, en plus il est très barbu, mais enfin il est mort. Et autrement, c'est uniquement des traditions féminines, des paroles de femmes, des voix chuchotées, des voix qui pleurent, des voix qui chantent, très beaux, très belles choses sur les voix des femmes, sur les émotions féminines. C'est un entre-femmes. Donc elles n'ont aucune raison d'être voilées, sinon l'hypothèse d'un regard masculin comme le mien qui voit le film, mais autrement, vous êtes entre vous d'une certaine façon dans ce film, et du coup, de nouveau, je voudrais comprendre comment vous réinstaurez la question du voile qui est presque absente du discours, sinon je pense qu'elle est iranienne, la femme qui est au Canada. Oui, et Mounia qui se voile à un moment donné. Oui, c'est ça. Voilà, mais enfin, le voile est très peu présent. Quand la dame maghrébine se voile, pas l'iranienne qu'on ne va pas voiler, quand la dame maghrébine se voile, elle dit que c'est pour faire le ménage. Et c'est très mixte, hein, c'est un truc qui est entre le voile de celle qui va passer l'aspirateur, elle joue avec, mais aussi, voilà, je voudrais... Comment je réinstaure le voile? Oui, peut-être une remarque sur ma remarque sur Moïse Alan, faites ce que vous voulez. Moi, j'avais comme volonté de pas forcément montrer effectivement des femmes voilées. Enfin, c'est aussi un choix de ma part, justement parce que le voile est actuellement perpétuellement en question, etc. Et du coup, l'enjeu, c'était justement de contourner cette chose-là, et d'autant plus en ne montrant pas uniquement des femmes musulmanes qui s'expriment sur la foi, puisque aujourd'hui, on a tendance à focaliser plutôt là-dessus. Du coup, notre enjeu, c'était justement d'aller à d'autres niveaux et d'aller questionner des femmes qui sont également d'autres religions, et d'observer comment tout ça se rencontre en fait, sans passer forcément par tout de suite le foulard musulman. Et simplement de les écouter, qui voilent ou pas voilent. Mais d'ailleurs, à un moment donné, elles parlent toutes plus ou moins du voile, soit pour témoigner qu'elles ne le portent pas, ou plus, effectivement. Ou alors à l'endroit du catholicisme, et qui est assez prosaïque, c'est l'endroit du déguisement, c'est l'endroit de l'amusement. Effectivement, même Mounia, quand elle parle du voile, elle-même étant musulmane, elle en parle pour faire le ménage de manière très prosaïque, comme si elle avait besoin de passer par le fait d'en rire aussi de cette chose-là, peut-être parce qu'aujourd'hui on ne peut pas en rire. Et leur laisser cette parole, c'était aussi leur offrir l'espace pour... qui est un espace autre, qui peut être moins politique que ce qu'on voit aujourd'hui sur le devant de la scène médiatique, mais qui est un espace plus intime en fait. Donc oui, le voile n'est pas présent visuellement, mais verbalement il est quand même à certains niveaux, pour témoigner de sa présence ou de sa non-présence.
mais sa non-présence s'explique aussi et s'exprime. Je pense que c'est important qu'on puisse dire aussi, dans le protestantisme, le voile existe. Moi je ne le mets pas, mais il existe quand même. Ça n'est pas que dans la religion musulmane, en tout cas. Et donc, pour faire peut-être écho avec votre spectacle, il y a en revanche dans le spectacle une présence du tissu en tant que tel, beaucoup plus prégnante. Et si le voile est effectivement présent dans le discours, il est en tant qu'objet matériel, concret, il est assez absent dans le film, alors même qu'il est omniprésent dans le spectacle. Et peut-être comment tu expliques ce changement de perspective? Après, on est sur deux médiums qui sont extrêmement différents, le spectacle vivant et le cinéma documentaire. Et le cinéma documentaire, on fait avec ce qu'on a au présent, avec les personnes avec qui on travaille, ce qui n'est pas forcément évident, déjà d'avoir accès à cette intimité-là qu'elle nous offre. Et donc on fait avec ce qui est là. Et le spectacle vivant, on est dans quelque chose qui est dans une autre dimension et qui se vit aussi au présent de l'instant T dans une salle de spectacle. Donc déjà, on est dans deux relations de temps qui sont extrêmement différentes. Et sur scène, donc effectivement, il y a des tissus. Ces tissus, ils viennent vraiment de Villers-Outréau, c'est-à-dire de l'endroit d'où vient ma famille, qui fabrique des tissus. Et pour moi, c'était important que ce soit de vrais tissus qui soient présents. Et cette relation au tissu, elle est notamment prise en charge par une danseuse qui vient apporter des images à travers ce tissu qui est en contrepoint parfois de ce que disent ces femmes. C'est-à-dire que le tissu, il apparaît comme quelque chose qu'on n'arrive pas à dire dans la parole. Une sorte de contrepoint, quoi. D'accord. Merci. Alors, dans ce film, la personne qui évoquait Bruno Nassim Aboudrab, qui rit, qui porte le voile pour faire le ménage, pour prier, etc. Elle a cette formule que je trouve très intéressante. Je ne sais pas si je le porte, ou si je veux le porter, pour cacher les cheveux ou montrer le visage. Et j'aimerais partir peut-être de ces deux termes, cacher, dissimuler et montrer, peut-être en vous interrogeant tous les deux, de manière, selon toi, est-ce que le voile cache, ou au contraire exhibe, montre, et peut-être aussi ton regard? Moi, juste brièvement là-dessus, parce que je pense que Bruno Nassim aura des choses passionnantes à me raconter à ce sujet. Moi, j'ai juste une anecdote par rapport à ça, c'est que sur scène, on est 4 femmes, on n'est pas voilées, parce que moi, je ne me voile pas, mais par contre, on a la plupart des cheveux et des cheveux assez longs. Et au fur et à mesure des représentations, généralement, ce qu'on me disait, puis que moi je ressentais aussi l'intérieur, c'était que mes cheveux, est-ce que c'était pas aussi une manière de me voiler ou de me cacher? Et toi, Nassim? J'aurais en effet pas mal de choses à dire. Je ne sais pas très bien comment les classer, et l'affaire est assez complexe. Je crois que pour commencer par ce qui me paraît le plus sûr, le voile musulman est non seulement fait pour cacher, mais doit être caché. C'est là-dessus que j'insiste d'une certaine façon. Nassim Kabil l'a très très bien rappelé dans son introduction tout à l'heure. Ce qui me paraît être le paradoxe du voile aujourd'hui, du voile musulman aujourd'hui, c'est qu'il se montre d'une certaine façon, alors que le voile traditionnel, je le répète, non seulement il fait pour cacher les femmes, mais il ne doit lui-même pas être vu. Il ne doit pas être vu en tant que voile, il doit être une sorte d'instrument, si vous voulez, d'invisibilisation. Et d'ailleurs, il est normalement le plus discret possible, et dans le Maghreb traditionnel, il était assorti le plus souvent aux ambiances chaulées des villes, puisqu'il était blanc et pas très propre, blanc et poussiéreux, comme les maisons étaient blanches et poussiéreuses, et l'idée c'était vraiment d'en voir le moins possible. C'est un substitut, c'est historiquement, anthropologiquement, un substitut à la claustration, qui est le sort des femmes qui socialement peuvent être
enfermés, c'est-à-dire les femmes mariées à des maris suffisamment riches pour pouvoir les enfermer, ce qui exclut les paysannes. Donc, voilà, il n'y a pas d'affaire de religion particulière là-dedans. Il y a par contre un sort féminin qui n'est pas enviable, je pense. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de coquetterie autour de ça. Alors que ça puisse être très beau par ailleurs, c'est autre chose. C'est une affaire de drapé. Mais bon, là-dessus, je pense qu'il faut vraiment commencer par ça. Ensuite, il y a actuellement, je pense, une forme de débat plus ou moins larvé qui traverse l'islam, mais aussi l'Occident, l'islam dans ses rapports à l'Occident, et l'Occident l'islam dans ses rapports à l'islam, qui est la question du visage des femmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et du point de savoir jusqu'où elles portent le voile, dans quelle mesure le voile voile leur visage, et dans quelle mesure ils le servent. Ensuite, je pense que là-dessus, il faudrait regarder, pas au cas par cas, mais groupe par groupe, ce que font les femmes et ce que disent les gens de ce que font les femmes. Et là, je crois qu'il y a des voiles très beaux et des voiles très tristes, il y a des voiles qui mettent en valeur le visage et d'autres qui, à mon sens, l'abîment, et encore est-ce très subjectif, mais en grande partie très subjectif, pas seulement très subjectif, c'est-à-dire que je pense que c'est une subjectivité qui est objectivable. Le boulot du théoricien d'art, de l'esthéticien, c'est de proposer des formes d'objectivation de ce sentiment. Et puis, voilà, il y a toute cette gradation, quoi. On peut faire des choses assez compliquées de voiles qui serrent le visage, de voiles qui le desserrent, de voiles qui le cachent, de voiles qui, le cachant, le rend mystérieux, de voiles qui, le cachant, le rend désirable, ou au contraire indésirable, etc. Et tout ça, et je pense très pensé par les porteuses, par ceux qui par la réception, et ça vaudrait le coup de regarder ça très cartographié. Enfin, voilà un peu ce que je veux dire. Mais sur le départ du voile, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le lien entre voile et claustration, qui est un lien très différent dans le christianisme, particulièrement le christianisme catholique, puisque comme vous savez, le christianisme protestant rompt avec la claustration des femmes, et dans le monde musulman, la claustration des femmes, la claustration sociale, la religieuse, mais néanmoins, pendant très longtemps, tout à fait effective. Enfin, je veux dire, le harem, ça veut dire quelque chose, c'est une liberté sociale. Voilà. C'est un peu, enfin, je peux être plus précis plus tard, mais c'est ça que je peux essayer d'indiquer. D'ailleurs, sur cette histoire, sur tous ces voiles esthétiques ou pas, etc., alors à un autre niveau plutôt anthropologique, mais il y a également l'ouvrage de Nicole Pellegrin que vous pouvez trouver là-bas, qui retrace une anthropologie également du voile en France, puisque le voile est aussi une histoire française. Dans beaucoup de campagnes, etc., on était voilés, aussi bien les hommes que les femmes d'ailleurs, et c'était des voiles qui étaient esthétiquement au sens, non pas philosophique du terme, mais d'esthétique pure, qui étaient vraiment préparés également, et qui avaient différents usages aussi. Différents usages et oui, différents types de tissus. D'ailleurs, ouais. le pluriel de son ouvrage le caractérise bien. D'ailleurs, dans cet ouvrage, elle prend voile au sens très extensif, hein, parce qu'elle parle aussi de cagoule, oui. De la cagoule du pénitent, etc. Tout à fait. Il me semble au fond, voilà, peut-être on revient encore sur cette notion, je crois, fondamentale. Au fond, le voile nous renvoie à l'image, à notre rapport à l'image, et c'est intéressant. J'aimerais peut-être confronter un peu cette question de la visibilité de l'image au regard de vos deux spécialités, puisque en tant que dramaturge, voilà, avec ce film également, tu es plutôt dans un type de travail de rapport à l'image qui est mobile, hein, l'image mobile du théâtre, ou l'image mouvement, pour reprendre la formule de Deleuze, du cinéma, tandis que toi, Nassim, tu es un penseur de l'image, de l'iconographie et de l'image en repos, si j'ose dire d'une certaine manière, pour faire le pendant de l'image mouvement. Peut-être comment est-ce que vous pensez que le traitement de la question du voile, puisque c'est notre objet, doit être envisagé différemment selon qu'on traite avec le support image mobile, image mouvement, ou bien avec
selon le support, l'image repos, qui serait une peinture par exemple. C'est une question évidente. Je pense que la peinture peut malgré tout donner l'impression du mouvement. Ça, c'est une possibilité, ou la photographie aussi d'ailleurs. Après, c'est vrai que nous, sur scène, on a amplifié cette notion de mouvement et de mouvement dans le tissu à travers un traitement avec des ventilateurs qui permettait justement de venir d'autant plus travailler ce mouvement et même l'affirmer. À tel point que le ventilateur se vend alors c'est sûrement pas très historique, mais moi comme je travaille avec des témoignages, je prends ce qu'on me donne, même si je ne vais pas forcément le vérifier après. Mais Mounia, par exemple, dans le spectacle, dit qu'à un moment donné, Nassim pourra nous en parler sûrement mieux après, mais qu'à un moment donné, le voile était aussi utile dans le désert puisqu'il permettait de se cacher des tempêtes de sable. Après, je ne sais pas si c'est une information à vérifier. Mais en tout cas, ce voile était utile pour le mouvement du sable aussi et pour s'en protéger. C'est ce qu'elle dit. Et sur scène, ce voile est aussi dévoilé par le vent. Et c'est là où intervient le mouvement et où intervient aussi, pour moi, la danse, qui est aussi un art du mouvement, et la marionnette, même si on n'utilise pas comme ça dans ce spectacle, mais qui est aussi un art du mouvement. Et voilà, pour moi, le mouvement permet aussi peut-être de dévoiler aussi d'autres choses que la fixité de l'image, bien que, encore une fois, la peinture peut être en mouvement aussi. Et puis il n'y a pas que le mouvement du sable au désert, il y a aussi le mouvement à Montréal, comme le rappelle dans le film, la personne qui se protège. Il y a le mouvement du vent, de la neige. Ouais. Oui, tout à fait. Non, moi je voudrais surtout dire à quel point je trouve l'expression image en repos magnifique par opposition image fixe. Bravo, c'est une superbe manière de parler de la peinture. Maintenant, alors, plusieurs choses. D'abord, je remonte d'un cran, je voulais juste, sur la discussion précédente, rappeler à celles et ceux qui sont dans la salle, simplement parce que c'est un vrai plaisir de lecture, la religieuse de Diderot en général, et à l'intérieur de la religieuse de Diderot, le passage où contrainte elle prend le voile, et donc Dieu sait si elle veut dire, Dieu sait si elle ne veut pas, mais enfin, elle le met, et là il y a un demi-chapitre assez fou, comme intensité érotique, où elle était prise d'elle-même dans le voile, elle finit d'ailleurs dans une véritable scène auto-érotique, après s'être admirée, avoir été admirée, voilée. Donc là, il y a le jeu d'image et de voile qui était aussi une façon de reprendre. Maintenant, sur le voile en peinture, bon, là encore, il y aurait, et le repos, il y aurait beaucoup de choses à dire. Enfin, globalement, ça relève d'une partie de la peinture presque autonomisée qui est drapée. Et donc, il s'agit effectivement de suggérer le fait qu'il y a eu un mouvement et qu'il pourra y en avoir un de nouveau, et que le drapé est une sorte de stance comme ça, d'interruption, de levée de ce mouvement, mais en même temps, il doit être quand même fixe, autrement il fuit. Donc, et sur la protection dans le désert, là, j'ai pas grand-chose à dire. L'explication est certainement vraie. Enfin, de fait, je crois que l'on met
un voile dans le désert, je ne saurais dire à quel point, de toute façon, tous ces systèmes de voile, de couverture, mais aussi de plaid, sont commodes dans l'existence, et du coup, beaucoup plus mixte qu'on le croit dans la vraie vie. Quoi. On a des images comme ça, de femmes voilées, d'hommes qui ne sont pas voilés, mais en fait, c'est tellement simple d'une certaine façon d'avoir un grand bout de tissu et de s'en servir pour se protéger, que ce soit quand on a froid, quand on a chaud, quand il vente, quand il pleut, etc., qu'il y a quelque chose de très, pour le coup, je trouve d'assez universel. Quoi. Donc, en revanche, je termine juste là-dessus, en revanche, donc du coup, oui, je pense bien que dans le désert, il peut y avoir des vents de sable, le voile est une protection très, très archaïque et très, à partir du moment où on s'est tissé, je peux bien imaginer que les gens se sont voilés, hommes et femmes. Maintenant, en revanche, je suis personnellement pas d'habitude, pas convaincu par les explications rationnelles des faits anthropologiques. Donc je suis tout à fait d'accord pour le voile. Par contre, je ne sais pas quoi, l'histoire que la Bible, dans l'Ancien Testament et le Coran interdisent le cochon parce que c'est un animal qui vaut mieux pas, qui pourrit facilement, ça j'en parle pas un mot, parce que des tas d'animaux tout aussi putrescibles qui sont parfaitement admis. Ce genre d'explication paraît quand même en anthropologie d'habitude très surannée et pas convaincante. Mais pour le voile, je veux bien faire une exception. Alors, peut-être avant de donner la parole au public, enfin, vous puissiez poser des questions à nos invités, moi je voudrais juste profiter de ma présence pour une petite curiosité. Alors, j'ai vu le spectacle, alors sans spoiler, ce qui se passera demain, ou divulgacher, qui est au Canada. J'ai été frappé par l'objet, donc le voile, et dans la captation vidéo que j'ai pu voir, il n'y a pas de rideau en fait, qui sépare la scène du public, ce que je trouve absolument très intéressant. C'est-à-dire ce qui vient voiler la scène et cacher au public, donc le rideau, et n'est pas un outil que vous utilisez dans votre pratique théâtrale. Alors, déjà, le rideau est très peu utilisé actuellement, en tout cas dans le théâtre contemporain. Mais nous, on a même poussé ça plus loin et c'était vraiment un choix. C'est-à-dire que même, vous avez des murs donc, dans un théâtre, et même devant ces murs, souvent on demande à jouer, en tout cas les murs sur les côtés, dénudés. Et c'est vraiment un choix puisque le spectacle révèle quand même une réalité qui est brute. Et cette réalité brute, pour moi, passe aussi par une sorte de dénuement de l'espace dans lequel on se trouve. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est presque fondamental. Ce serait de trop, ce rideau. Il y en a un seul, c'est en fond de scène. Et celui-là, par contre, je le trouve assez beau, peut-être parce qu'il est au lointain et que le fait qu'il soit loin nous offre aussi un autre rapport à l'espace. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait une grosse partie de l'espace qui soit elle aussi dans une sorte de dénuement, pour ne pas dire de dévoilement, raconte aussi quelque chose sur la relation qu'on a avec ces témoignages-là, en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ça marche. Merci déjà de votre échange à tous trois. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose à dire sur le voile en tant qu'accessoire des professionnels de la religion et des fidèles. Est-ce que ça peut être commenté, ça? Dans le sens où, bon, quand on parle des religieuses, ce sont des professionnels. Les fidèles musulmanes, ce sont des fidèles. Savoir s'il y a quelque chose à commenter. C'est une question qui demande de la réflexion. Elle est dense. Je voudrais essayer d'en dire
chose. Je pense qu'il y a une certaine... Alors si je pense qu'il y a une forme, si vous voulez, très paradoxale, mais de contagion. Je dirais. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. D'abord, il y a une forme... je ne m'étais jamais fait cette réflexion, mais je vous la livre au moment où je me la fais. Le processus de... si vous voulez, les religieuses se dévoilent pour la plupart d'entre elles à partir de Vatican II. Et Vatican II correspond à la Concile de Vatican II qui dévoile les religieuses, du moins qui rend le voile très facultatif, voire déconseillé dans la cité, correspond date pour date à l'époque probablement où les musulmanes sont le moins voilés et vont se revoiler progressivement depuis. Donc si on fait des histoires un peu absurdes, si vous voulez imaginer une histoire qui commencerait, mettons, autour de 1880, des grandes campagnes de colonisation de la fin du Second Empire et de la Troisième République à peu près, hein, vous voyez, qui amènerait au récit auquel Amélie faisait allusion tout à l'heure, qui sont des récits effectivement terribles de la fin de la période coloniale en Algérie, où des Françaises, et pas des moindres, issues de la résistance, mais liées en même temps à l'Algérie française, même à l'Ouest, pour être très clair, avaient organisé des cérémonies de dévoilement forcées, quasiment forcées, publiques, et très... choses très... Les musulmanes étaient priés de jeter leur voile au feu. Bon. Et on est en 60, c'est-à-dire qu'on est précisément, pratiquement au moment de Vatican II. Vous voyez, ce n'est pas des femmes laïques, ce sont des catholiques, hein, par ailleurs, mais je veux dire des femmes de confession catholique qui organisent ça. Et puis après, on arrive donc à une période, disons 60, 80, 85 par là, où globalement, 60, on va dire 60-79 pour prendre la date de la révolution en Iran, où globalement le monde musulman est dévoilé. Alors, il y a plein de... même le Maghreb qui se dévoilera en dernier, le Maghreb sous domination française qui se dévoilera en dernier parce que sous domination française, il faut qu'on en rappelle ce genre de choses, se dévoile. Et là, on a toutes sortes on a toute une iconographie, puis des tas de... je pourrais multiplier des exemples qui nous parleraient sur cet épisode où les femmes commencent à se développer, elles se revoilent. Ça vient d'Iran, c'est-à-dire que l'Iran met tout d'un coup la barre chiite très très haut, et du coup les sunnites qui ne veulent pas être en reste imposent via les télés un revoilement au monde islamique sunnite. C'est le monde islamique sunnite qui est très agressif avec le voile. Donc il y aurait quelque chose comme une translation impérie un peu absurde, mais quand même que je constate en vous parlant, entre la laïcisation du clergé féminin, du clergé régulier féminin catholique, et la refidélisation, je ne sais pas comment dire, le retour à une forme de religiosité. L'autre chose, si j'ai parlé tout à l'heure, j'ai employé un mot à la médecine, mais c'était volontaire, enfin, j'ai employé le mot contagion. J'emprunte à la médecine, j'emprunte aussi à Panofsky. Mais bon, donc, on parle aussi dans l'histoire de l'art de temps en temps de contagion. C'est avec l'idée qu'au fond, les musulmanes, et particulièrement les musulmanes d'Europe, quand elles se revoilent, intègrent, Merlin Zolins, un schéma de fidélité qui est effectivement un schéma chrétien, qui n'est pas un schéma musulman, dans lequel la notion même de fidélité est très différente. Elle est évidente, elle ne suppose pas une sorte d'agrément de la part du fidèle ou du fidèle de naissance. C'est la notion d'infidélité qui est très présente dans l'islam, mais pas spécialement la notion de fidélité. Ensuite, il y a des qualités, des bons musulmans, etc. Mais la fidélité au sens fidèle, au sens chrétien du terme, et vous avez raison, elle se comporte comme des fidèles. Mais ce faisant, elle
je répète, elles intègrent dans une sorte de contagion des modèles qui sont au fond des modèles chrétiens. Et je ne suis pas du tout étonné qu'elles le fassent, parce que ce sont des modèles qui passent par l'image, notamment par l'image télévisuelle, et que globalement, ce à quoi on assiste, c'est quand même à une mondialisation des chaînes occidentaux, y compris dans la réaction islamique, qui est une réaction contraphobique. Je pense qu'il faut la comprendre, une réaction tout court. Après tout, toute réaction est contraphobique. Une réaction en ce sens, on parle de réaction à un vaccin, pour essayer dans les métaphores médicales. Vous voyez? Et donc là, je pense qu'on est effectivement, merci de cette question, je pense qu'on est effectivement au dur de choses qui sont pas claires, notamment pour l'islam, pour ces femmes-là. Donc c'est rien que de dire qu'il est en crise. Vous avez au moins dévoilé la complexité de la question. Merci, je voudrais à mon tour poser une question, mais d'abord vous remercier tous les trois évidemment pour votre débat, et puis remercier Amélie Poirier pour ce film un peu déconcertant. Alors je voudrais participer au concours des titres alternatifs. On a proposé Dévoilé, on a proposé Voilée et S, et moi je proposerais volontiers Croyante. Parce que, et c'est bon, un petit jeu pour commencer ma question, qui va être brève, j'ai été très frappé par le thème de la foi, de la croyance, avec un éventail assez extraordinaire de positions. Tout à fait d'un côté, la dame blonde qui chante à la fin, que j'ai supposé votre mère. Bon, non, c'est pas le cas. Bon, je me suis trompé, mais enfin, il y a un problème d'identification des personnes dans le film. En tout cas, cette dame blonde qui montre la photo de votre arrière-grand-père et qui chante à la fin, affiche une foi. C'est pas la même. Ah, c'est pas la même, alors je me suis trompé. C'est la personne qui est protestante, qui est au piano, qui chante à la fin. D'accord. Mais elle se ressemble, mais c'est intéressant. J'ai confondu deux personnes. Bon, excusez-moi. Peu importe. Donc, à l'extrémité, il y a cette personne très, très croyante. À une autre extrémité, il y a cette jeune femme qui marche dans la rue en disant qu'elle ne sait pas si elle croit ou si elle ne croit pas, mais qu'elle est contente de pouvoir entrer dans une église. Il y a cette personne extraordinaire qui raconte le rapport mystique avec son amoureux, nus tous les deux, etc. Enfin, ça, c'est quand même inoubliable, ce moment. Bon. Et en même temps très émouvant. Hein. Bon. Et donc, on a une sorte de thématique de la croyance, des formes de croyance, et quand on dit, ben, je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas, je crois que je crois, mais je ne sais pas, enfin bon, bref. Voilà, c'est ce thème de la croyance et de toutes les formes de ces croyances qui sont toutes féminines. Et j'ai été très frappé parce que disait Bruno Nassima-Boudra sur l'absence du masculin. Enfin, voilà, c'est délibéré, c'est très intéressant. Mais c'est le rapport avec le voile que je ne vois pas dans cette thématique de la croyance, de la non-croyance, de la décroyance, de la croyance lointaine ou proche. Il y a une gamme extraordinaire. Est-ce qu'il y a une connexion intime avec la question du voile que je n'ai pas vue, mais je pense que votre film est ce qu'il faut revoir, déjà pour ne pas confondre les personnes, et puis peut-être pour mieux comprendre. Est-ce qu'il y a un rapport avec la question du voile, ou est-ce que c'est plutôt une thématique en contrepoint, mais un contrepoint libre, sans rapport intrinsèque avec la question du voile? J'espère que ma question n'est pas trop confuse. Ça se résume à croyance et voilà. D'habitude, on voit quand même mieux hein, avec un vidéoprojecteur, on se repère un peu mieux quand même. Il y a rarement quand même des confusions, je pense que c'est lié aussi au niveau d'obscurité. Après, c'est vrai, alors pour revenir là-dessus, donc les témoignages qui sont dans le spectacle ont été réalisés avant ceux du film, et où elle parle davantage de voile. Après, c'est vrai que quand on crée des objets comme ça, il y a une question qui est celle de faire des choix et de qu'est-ce qu'on montre. Et d'habitude, on montre le film après le spectacle, comme une continuité dramaturgique. Donc il n'y a pas toutes les clés dans le film par rapport au voile, mais volontairement, ils ont le même titre, comme si voilà, ils se voyaient les uns à la suite des autres. Et donc, c'est sûr que si on voit le film, on n'a qu'une version de l'histoire, on n'a pas l'ensemble de cette histoire-là. Alors que dans le spectacle, elles vont plus témoigner de cet endroit de voile, alors à différents niveaux, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, des fois des niveaux plus théologiques, parfois
à des niveaux qui sont plus prosaïques aussi d'ailleurs, et ou à des niveaux qui sont plus de l'ordre de la narration de soi-même de manière pure et dure. Mais le film en parle finalement peu, puisqu'il y a une continuité de la pièce et que tout est pensé pour que ça se passe dans ce sens-là en termes de lecture. Donc forcément, c'est comme si vous aviez vu la seconde partie, la série 2, enfin la seconde saison d'une série, alors que vous n'avez pas vu la première. Donc c'est un peu aussi ce qui explique que c'est compliqué d'entendre le voile là-dedans. Le voile, néanmoins, il est présent à travers ma personne, par mon histoire personnelle. C'est d'ailleurs travailler sur cette question de la foi, et du voile, c'est pas forcément quelque chose d'évident pour moi qui ne suis ni voilée ni croyante, en tout cas pas en termes de religion. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup posé la question de mon positionnement, à quel endroit je me situe dans ce film et dans cette pièce. C'est l'endroit, pour moi, de la généalogie dont il est question, et de la honte et du poids aussi de la généalogie. Et voilà, tout ça pour dire que le voile, je pense qu'il parle peut-être plus à mon endroit, puisque je témoigne du fait que dans ma famille, on fabriquait des voiles, et que de ce fil narratif-là, généalogique, qui est ici présent, on va commencer à tisser des liens avec quelque chose qui est présent dans le voile, qui est la religion, ou en tout cas, c'est comme si on partait du voile pour aller vers une couche plus profonde, qui est celle de la croyance. C'est comme si le voile était quelque part... pas superflu, parce que c'est pas ça la question, mais en tout cas c'était un endroit qu'on va voir en premier, mais ce qu'on va voir, ce qu'on va pas avoir accès tout de suite, ou en tout cas ce qu'on va avoir accès en second ou en creusant, c'est la parole. Et la parole, pour moi, elle est presque plus intéressante que ce voile qui est là, mais bon, finalement il est presque anecdotique. Mais je trouve ça intéressant qu'il soit presque anecdotique. Dans tout ce qu'on raconte aujourd'hui, je crois que ce qui est fondamental finalement, c'est cette parole, c'est pas ce voile. Oui, moi j'aurais une question très crue à vous adresser, mais comme votre film est très, très sincère, je m'y autorise. Qu'est-ce qu'il y a d'honteux à avoir un arrière-grand-père filateur dans les Flandres? Qu'il y a quoi? Avoir un arrière-grand-père filateur en Flandre, je ne sais pas ce qu'il y a d'honteux. Au point de vous faire pleurer dans le film, je ne vois pas d'où ressort cette honte. Pour moi, cette honte, elle ressort plus de la relation qu'il y a eu dans ma famille avec l'Algérie, quand notamment j'exprime à un moment que mon arrière-grand-père a ramené des métiers à broder en Algérie parce que les Algériens ne savaient pas les faire marcher, comme s'ils étaient bêtes en fait. Et donc c'est plus cette relation à l'étranger, à l'autre, à la personne musulmane qui est vue, moi que j'ai perçue très tôt, comme une honte. Mais ce ne sont pas des choses qui s'expliquent. Enfin, c'est assez... Moi, je trouve que la honte, elle consistait plutôt à faire travailler des Algériens, après tout, à très bas prix. Aussi. Personnellement, relocalisé dans les Flandres, je trouve ça particulièrement. C'était le Cambrésis, mais c'est pas... Pardon. Oui, il y a une double honte, la honte aussi pas la honte, mais en tout cas, comment on parle de la colonisation aujourd'hui, ça pour moi c'est quand même un grand questionnement, en tout cas j'ai l'impression pour certaines personnes de ma génération aujourd'hui, c'est un grand questionnement, et moi-même vivant entre la France et le Québec en ce moment, si je peux comparer avec ce qui se passe au Québec, on est encore dans quelque chose qui est assez différent. L'histoire de la colonisation est vécue différemment puisqu'on est arrivé sur des terres qui ne nous appartenaient pas. Aujourd'hui au Québec, il y a actuellement aussi la loi 21 qui est en train de passer, qui est une loi qui vient d'un gouvernement de droite assez dur. Et eh bien, c'est un peu le même contenu. C'est d'interdire tout signe religieux pour les personnes qui travaillent pour l'État. Donc actuellement au Québec, on pouvait par exemple encore être professeur et être voilé, travailler à la poste et être voilé, ce qui n'est déjà plus le cas en France. Mais ce qui est intéressant de voir aussi à quel point tout ça est une histoire culturelle,
c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu des manifestations au Québec contre cette loi 21. Et le slogan était « Laïcité, ici on n'est pas en France ». Voilà, pour l'histoire culturelle de ces deux pays, je trouvais ça assez intéressant à partager aussi. Une question ? C'est une question sur la réponse que vous venez de faire sur le fait que parler de la colonisation, disiez-vous, c'est un grand questionnement pour votre génération. Est-ce que vous avez une idée de ça? Parce que toutes les générations qui n'ont pas été contemporaines du colonialisme, qui n'ont pas été pris dans le dispositif d'adhésion idéologique au colonialisme, ont réfléchi sur le colonialisme, ont pu avec lui, et donc essayer aussi de se constituer une dignité de critique qui fait que du coup on échappe à la honte, parce qu'on ne prend pas pour soi, pour autant qu'on a engagé la critique, la responsabilité de ce que nos prédécesseurs ont fait. Enfin, je veux dire, on n'en fait pas. C'est un peu contestable, attends, c'est pas. Je veux dire, on l'endosse comme une responsabilité du pays auquel on appartient, on l'intègre dans la critique idéologique et politique qu'on fait de ce pays au quotidien, mais je veux dire, on n'est pas. On vient après. Et venant après, on ne peut pas être dans la honte, puisqu'il faut être dans la critique. Alors, la question, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, générationnellement, vous auriez une difficulté particulière vis-à-vis de ce problème qui s'est posé à toutes les générations Il s'est posé à toutes les générations, ça j'en doute pas. Mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est plus en termes de représentation que je le vois aujourd'hui, c'est comment, en tout cas dans le système dans lequel j'évolue, qui est celui du spectacle vivant, j'ai l'impression que cette question coloniale est de plus en plus présente en France, aussi parce que je suis au Québec en ce moment et que le Québec est vraiment très très fort porté sur ces questions-là actuellement, notamment sur les peuples autochtones, et qu'il y a de plus en plus d'artistes, et notamment d'artistes autochtones, qui arrivent sur la scène contemporaine actuelle, ce qui n'était pas le cas avant, et de la même manière qu'en France, il y a tout un mouvement qui s'appelle Décoloniser les arts, sur justement comment on va parler aujourd'hui de cette question coloniale, décoloniale. Et ce qui était peut-être moins présent, en tout cas de manière aussi frontale, auparavant. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, c'est sûr que ça existait, et j'imagine que des gens comme Jeunet, etc. en ont parlé. Mais probablement d'une autre façon aussi, parce qu'aujourd'hui, ces questions-là sont prises en charge par des minorités, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était pris en charge notamment par des hommes blancs. Actuellement, ces questions-là sont de plus en plus prises en charge par les premiers concernés, dont je ne fais pas partie d'ailleurs, qui sont des personnes racisées, beaucoup de femmes aussi, qui prennent en charge ces questions-là, ou dans le cas du Québec, d'artistes autochtones. Et c'est là où pour moi il y a aussi un changement presque de paradigme, où d'un seul coup, ces questions-là vont être prises en charge par les concernés, en termes de représentation. Et là, il y a un changement qui s'opère, qui va s'opérer à ce niveau-là. Oui, moi, pour la discussion, je dois dire que je ne suis pas sûr de comprendre votre exclusion mutuelle de la honte et de la critique. Je pense que moi je suis très attentif au fait que dans la littérature ou dans le théâtre aujourd'hui, on revient sur la question coloniale. Quelquefois, ça fait une drôle d'impression à ceux qui ont porté cette critique dans les années 68 et post-68, c'est ma génération.
quand je vois Éric Vuillard qui revient sur la conférence de Berlin, Congo, etc., il y a quelque chose qui vacille un peu, c'est qu'on a l'impression que tout se passe comme si quelque chose n'avait pas été transmis. Alors peut-être que chaque génération doit faire son propre travail de redécouverte, mais c'est simplement que la honte, c'est une posture d'affaiblissement. C'est ça que je voulais dire, tout simplement. C'est-à-dire que quand je pense qu'on est dans la critique active, on se débarrasse de la honte. Enfin, en fait, on rejette la responsabilité du crime à ceux qui l'ont commis au nom d'un ensemble national qui, sur cette question, s'est toujours fracturé. Il y a toujours eu des anticolonialistes. Et alors, bien sûr, porté aujourd'hui par ceux qui en ont été victimes, plutôt que porté par des hommes blancs, il y a des très très grandes figures théâtrales de l'anticolonialisme. Vous en avez cité une, il y en a d'autres, enfin. Et voilà. Non, moi j'ai une nièce qui est metteur en scène de théâtre, qui a votre âge, et elle ne me parle que de ça. Donc c'est un peu peut-être la suite de la discussion que j'ai avec elle que je vous renvoie, mais c'est pas du tout un jugement négatif sur le phénomène. C'est que c'est les pleurs qui nous questionnent. Quand même, ça m'intéresse. Il y a plusieurs choses. D'abord, je vous rappelle que la question coloniale a été une question taboue dans l'enseignement jusqu'à très récemment et quasiment maintenant. Donc encore, même ma génération, je suis beaucoup plus âgé évidemment que Amélie, on n'avait pas une heure de cours sur la colonisation. J'ai passé le bac sans jamais en entendre parler. Donc c'était hors programme. Donc il faut quand même dire ça. Et j'ai passé le bac en 82, si vous voulez, c'est pas non plus juste après. Donc c'est des choses que quasiment on est nombreux à être en train de découvrir, ceux qui n'ont pas vécu comme jeunes adultes, n'en ont pas entendu parler avant qu'ils s'achètent des corps, il y en avait très peu. Et puis c'était pas au programme, etc. C'était pas au programme du bac, c'était pas au programme de Sciences Po, c'était jamais dans des programmes de concours, et ainsi de suite, quasiment jamais. Ensuite, sur la honte et la critique, ça me paraît pas être la honte me paraît relever ici d'une projection généalogique que je comprends parfaitement. Chaque individu se dit que j'aime mes parents, que j'aime mes grands-parents, etc. Et comme ils les aiment, qu'ils se sentent liés par un lien affectif, ils peuvent prendre sur eux une partie de la honte qu'ils ressentent en fait pour de la honte qu'ils souhaiteraient que leurs ancêtres aient ressenti ou qui, selon eux, leurs ancêtres devraient ressentir. Et comme ils en procèdent de leurs ancêtres, ils ressentent cette honte. La critique est un point de vue qui, effectivement, objective et à la limite, on peut, dans une critique, il me semble même réévaluer, on peut réévaluer des aspects du moment colonial et avoir honte de ce que son grand-père a fait suivre pour nous dans telle région des Aurès. Si vous voulez, ça ne me paraît pas être exclusif. Donc, à la fois, je comprends ce qu'on comprend parce que je persiste à penser que ce qui est dit du geste du grand-père d'Amélie ne me paraît pas honteux, je le dis comme ça, mais qu'Amélie éprouve de la honte, c'est de même que je comprends parfaitement qu'un enfant de Collabo éprouve de la honte de ce qu'a fait son père ou son grand-père ou son grand-père ou son arrière-grand-père, son génération, ce qui n'empêche pas d'évaluer la collaboration, les éventuels mouvements de résistance au sein des appareils d'État, etc., si on a eu, enfin, c'est un travail historien. Vous voyez, c'est pas... Oui, mais bon. Je me permettrais juste d'ajouter dans le prolongement ce que tu dis, ça ne réduit même pas à une généalogie familiale, mais même aussi se sentir appartenir à un pays. Oui, mais je pense que... On va peut-être une question devant. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez par rapport à cette loi au Québec, qui, en quoi c'est gênant que, effectivement, on ne... en quoi c'est gênant qu'il n'y ait pas de manifestation de son appartenance religieuse. Moi, il me semble que la religion, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Et effectivement, je pense que peut-être que le monde serait plus
plus serein si chacun portait ça dans son intimité et pas étalé au vu et au sud de tout le monde, ce qui crée régulièrement quand même un certain nombre de conflits. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, après, c'est un positionnement qui est politique. Donc, on peut être d'accord ou pas d'accord. Enfin, je veux dire, moi, je suis pour que chacun ait le choix. Donc, à partir de là, voilà. Après, ce sont des positionnements, je ne vais pas dire qui se valent, mais c'est des histoires de choix et de positionnement politique. Moi, je crois que chaque femme a le droit de choisir comment elle s'habille. Que ce soit avec des longues robes ou avec des mini-jupes, mais c'est un choix, c'est tout. Ça, c'est l'éternelle discussion. Pour moi, c'est pas un choix. C'est la façon du Pour moi, par exemple, le port du voile, ça n'est pas un choix. Pour moi, c'est une succession de contraintes et le tout partant d'une domination du masculin sur le féminin qui s'exerce toujours aujourd'hui. Ça, c'est votre vision. Et moi, personnellement, je ne vais pas répondre à cette question parce que moi-même, je ne le porte pas. Donc, je pense que pour avoir... il y a des réponses qui sont multiples, qui sont intimes, qui sont politiques, qui sont extrêmement variées, qui sont aussi de l'ordre du sacré, qui sont... chacune a sa réponse de pourquoi elle fait les choses. Et je crois que dans ce film, c'est ce qui s'entend aussi. Ce sont aussi des histoires individuelles. Donc après, votre positionnement il est aussi sûrement individuel et il dépend aussi de ce que vous avez traversé. De la même manière que pour une personne qui se voile, j'imagine que ça dépend aussi de ce que la personne a traversé, de ce qu'elle a reçu de son éducation, de comment elle l'a digéré. Mais c'est des histoires qui sont personnelles. Moi, personnellement, je trouve que j'ai pas jugé ça parce que on fait bien tous comme on peut dans ce monde. Et c'est des questions qui sont extrêmement complexes. Au niveau politique, au niveau théologique, au niveau même esthétique, au niveau... voilà, donc moi, ma position là-dessus, moi, ne portant pas le voile, personnellement, je n'ai pas envie de juger si c'est bien, si c'est mal, si c'est... Et en plus, on est dans des paradigmes extrêmement différents. Si on se voile et qu'on se trouve en France, si on se voile et qu'on se trouve en Iran, parce que là, on n'a pas le choix, parce que c'est la charia. Si on a connu l'Algérie à une certaine époque, évidemment, notre position ne sera pas la même qu'une personne jeune qui décide de se voiler en France. Tout ça est extrêmement contextuel aussi. Donc c'est extrêmement complexe à définir. Et moi, personnellement, j'aime pas trop être dans une dynamique pour ou contre. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Ce qui fait sens, c'est de constater que dans différents pays, tout ça est extrêmement différent. Pour le plaisir et l'intérêt du débat, je me permets d'intervenir parce que globalement je suis d'accord avec aucune de vous deux. Je voudrais vraiment pour le plaisir de la discussion exprimer ma position. Je suis partiellement d'accord avec ce que vous venez de dire, pas d'accord sur un point, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'idée de suspendre son jugement. Je pense que le voile, et donc du coup je vous dirais après, moi je suis d'accord avec vous, si vous me permettez, mais je pense qu'on a parfaitement le droit de juger. Je pense que c'est un geste en grande partie politique, qu'il est là pour faire débat et qu'on a parfaitement le droit de débattre. Il n'y a pas de raison de suspendre son jugement, et en plus, pour tout vous dire, je ne crois pas plus au suspens du jugement qu'à celui de la respiration. Je pense qu'on passe son temps à juger, on se juge les uns les autres, on s'évanouit toute la journée, vous jugez mes lunettes, ma façon d'être fringué, je juge la vôtre, etc. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, sur le point du voile, j'aurais plus le droit de juger. Moi, si, je juge très largement, je trouve ça joli, agaçant, selon les cas, selon les voiles, selon les femmes, je juge toute la journée. Je me dis, donc je suis en ce sens, et puis par ailleurs, je pense qu'il y a des femmes qui ont un voile militant et que l'on a parfaitement le droit de discuter. Je ne suis pas pour interdire cette chose. Alors, là où je ne suis pas d'accord avec, donc je suis pas d'accord avec vous sur le point de ne pas discuter. Moi, je pense au contraire qu'on a le droit de discuter, de ne pas être content. Dans ce sens, je suis d'accord avec vous qu'on a le droit de ne pas être content. Par contre, selon votre cas. Par contre, je ne suis pas d'accord, si vous permettez, avec vos trois arguments. Donc, je me permets de vous donner ma position. Primo, je ne pense pas que la religion relève de l'intime. Je pense que la religion relève de l'intime depuis que la religion catholique est
chrétienne, disons catholique et protestante, relève dans un petit coin d'Occident de l'intime depuis 60 ans, 70 ans, on peut avoir des discussions d'historiens. Mais la religion ne relève absolument pas de l'intime. D'abord, dans son sens même, dans son étymologie, ça ne relève pas de l'intime, c'est quelque chose qui fait pour lier, donc il faut bien en parler. Ensuite, c'est un pouvoir, c'est un pouvoir, c'est une doctrine, c'est un dogme, c'est un ensemble de choses qui sont tout sauf intimes. La foi relève de l'intime, et personne n'est jamais rentré dans des affaires de foi, on s'en fiche que nous ayons la foi ou pas. Ce qu'on vous demande, c'est d'être religieuse ou pas, et si on vous demande d'être religieuse, vous l'êtes, point barre, parce qu'on vous le demande. Vos parents, l'état dans lequel vous êtes, etc. La religion ne relève pas de l'intime. Je ne suis pas d'accord avec cette première position. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec l'idée que l'intime ne se voit pas. L'intime sourd, il est fait pour ça. Mon intimité sourd dans les choix vestimentaires, dans le choix de mes lunettes, dans les attitudes faciales que j'ai plus ou moins apprises, dans tout ce qui est de l'ordre de mon habitus, ou choses comme ça, relève mon positionnement de voix, etc., relève de choses qui sont en partie intimes, en partie sociales, à la jonction des deux, mais en partie intimes. Donc quand je vous parle, je vous livre beaucoup de mon intimité, c'est fait pour ça. Autrement, je serais hors société, et si je peux être en société, c'est précisément parce qu'il y a de l'intime livrable, il y a de l'intime qui va vers l'extime. Pour employer un néologisme qui vaut ce qu'il vaut. Mais donc, je ne suis pas non plus d'accord, vous voyez, avec votre deuxième position. Donc, à la fois, je pense que la religion est politique au sens étymologique du terme, et pas l'intime, ensuite que l'intime se voit. Et puis, je ne suis pas d'accord, et je trouve très méprisant votre troisième argument. Je pense que je suis féministe, je suis vraiment féministe, au sens militant du terme, et en tant que féministe, je pense que les femmes adultes savent ce qu'elles font quand elles s'habillent. Et que le moindre respect que l'on doive à des femmes, y compris musulmanes, c'est de considérer qu'elles ne sont pas manipulées, pas plus manipulées que des occidentales. Mais non, elles ne sont pas plus manipulées que des occidentales. Quand elles le sont dans des relations, tendues, polémiques, dans des relations de pouvoir où elles sont perdantes à un moment dans une tension de pouvoir. Bien entendu qu'elles le sont. Je veux dire, bien entendu qu'elles peuvent l'être. C'est pour ça que l'exemple d'Amélie est excellent. L'Iran, qui est non seulement une théocratie, mais une phallocratie, comme la plupart des théocraties, il faut bien dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gynécratie dans les théocraties. Donc l'Iran, qui est à la fois une théocratie et une phallocratie, soumet les femmes. Elles ont perdu. De même que la gauche a perdu la révolution de 79, la gauche s'est fait avoir en Iran en 79, de même, les femmes sont les grandes perdantes de la révolution de 79, elles sont souvent les grandes perdantes des révolutions. Bon, voilà. Pour la révolution iranienne, c'est un véritable drame. C'est un véritable drame que les femmes, elles sont perdantes, donc il faut qu'elles fassent la révolution, et je pense qu'elles le feront, un de ces quatre. Mais elles sont dans un, et je connais tout petit peu l'Iran, elles sont dans un rapport de force, elles jouent en permanence un rapport de force. Elles sont vivantes, ces femmes, vous ne pouvez pas les rendre passives. Et par ailleurs, elles n'ont rigoureusement rien à voir avec les femmes d'Occident qui sont des citoyennes, en ce sens elles ont un droit de citoyenneté plein et entier, et si elles sont victimes, ou si elles sont perdantes dans une relation, par exemple, familiale. Et là, voilà, elles ont des moyens de citoyennes pour se battre, et il faut qu'elles s'en servent. Mais il n'y a aucune raison, c'est absolument insultant de considérer dans cette salle, nous qui sommes... certains d'entre nous d'origine arabe, mais actuellement pas activant cette origine, nous qui ne sommes ni voilés, ni voilants, ni barbus au sens religieux du terme, ni quoi que ce soit, de supposer que toute femme voilée que l'on croise dans la rue est une victime. Non, en France, c'est une citoyenne libre qui se bat. C'est ça notre horizon a priori. Si ensuite c'est une victime au même titre que les femmes battues, voilées ou pas voilées, que les femmes spoliées, que les femmes humiliées, que les femmes tuées, comme celles dont on parle en ce moment, qui sont très majoritaires, enfin, qui ne sont pas majoritairement musulmanes, je veux dire, qui peuvent être musulmanes de n'importe quelle origine, ou que les femmes mal payées, ou que les femmes qui vont avoir une retraite minable. Voilà, elles sont ni plus ni moins victimes que les femmes sont en ce moment encore trop perdantes dans des rapports de force. Mais je le répète, je termine là-dessus, considérer dans notre pays qu'une citoyenne est passive ou aliénée parce qu'elle est voilée, c'est une insulte.
je peux pas. Ce que je veux dire là, c'est comme si. Attendez, vous ne pouvez pas parler. Non, il faut. Pardon. C'est comme si on y est. Enfin, je pense que je ne suis pas dans ce que vous supposez que je suis. Mais moi, je pense qu'il y a une espèce quand même d'intériorisation d'un certain nombre de femmes, d'une domination qu'elles subissent quand même. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, moi je le vois, enfin, il y a des choses qui me choquent. Quand je vois en plein été, quand il y a 40 degrés, monsieur qui se promène en short, en tongs, en débardeur, et madame à côté qui doit aller jusque-là, bon, je suis désolé, moi ça me fait mal pour elle. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe pour que cette femme accepte ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, moi c'est des choses que je vois. Hein. Oui, mais enfin en même temps, monsieur aura les coups de soleil et cancer de la peau qui vont avec. Non, mais par ailleurs, monsieur se promène torse nu et madame se promène pas torse nu sur les plages, sauf sur quelques plages. Il y a une sorte de dissymétrie, et ce que je dis pas que c'est agréable de porter pas, j'ai jamais essayé. Je dis juste que vous ne pouvez pas. Comment dire, que je trouve que je suis pas d'accord avec cette attitude qui consiste à dire on est parfaitement libre de se contraindre, on passe même notre temps à ça. Je pense c'est pas qu'elles ne sont pas libres parce qu'il me semble qu'il y a, comme je disais, une espèce d'intériorisation de cette domination, mais qui remonte à certainement très longtemps. Mais c'est pas, et ça n'est pas leur faire insulte. De moi penser ça. Je ne pense pas, je pense que je respecte ces femmes, tout à fait, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui me semble difficile pour elles quand même dans ces situations. Je suis désolé. Et alors, moi je vois quand même une progression, parce que je suis dans un milieu professionnel où j'ai pu voir cette progression, où j'ai vu des femmes arriver dans le milieu où je travaillais, voilées, bon voilà. Et à la fin, ces femmes portaient des gants. Je veux dire, elles étaient jusque-là et portaient des gants. Je veux dire, alors effectivement, vous abordez un point tout à fait intéressant. Peut-être que c'est un peu l'absent de notre discussion ce soir, c'est d'opérer une distinction peut-être entre les différents types de voiles, hein, entre hijab, le niqab, etc. Oui, vous avez tout à fait raison. Monsieur, souhaitez-vous Madame, juste pour faire un petit raccord avec le film du coup et le spectacle que vous allez peut-être voir demain et ce qui s'est dit là, moi je trouve que ce qui est intéressant c'est justement que dans le film et dans le spectacle on arrive à rendre le voile aux femmes, enfin, à montrer en tout cas qu'il leur appartient et que c'est un instrument qu'elles peuvent utiliser comme bon leur semble et librement. Mais c'est ce que j'énonce aussi quand je parle du voyage en Inde, madame. Voilà, après c'est une certaine version, mais en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. C'est du fait que parfois on n'a pas envie de se montrer aussi. Là je vais vraiment parler pour moi et pour en avoir discuté avec certaines femmes qui se voilent. Parfois on n'a pas envie de se montrer au regard des autres parce que c'est extrêmement fatigant d'être constamment jugé sur notre physique, etc., en tant que femme. Je parle pour moi, là, quand je dis ça. Et je pense que ça mérite d'être entendu aussi. Et ce voile est aussi utilitaire. Et je pense qu'il a été, ce voile est polysémique. Il est polysémique, il a extrêmement de sens. Et que tous ces sens méritent aussi d'être entendus. Ça n'est pas uniquement la question, je ne pense pas que ce soit la question d'être soumise ou quoi que ce soit par rapport à ça, mais ce voile est multiple. Ce voile est aussi un voile sûrement de réaction politique dans certains cas, quand il y a eu une certaine politique de Nicolas Sarkozy. Ce voile est extrêmement polysémique.
Et votre question est intéressante, mais on ne peut pas juste le réduire à cet endroit-là, qui pour moi est plus aussi un certain espace qui est lié à la charia, puisque en France, quand on pense au voile, je pense qu'on pense beaucoup au voile aussi qui est en Iran, mais après on pourrait aussi, Bruno Nassim en parle extrêmement beaucoup aussi, de tout ce qui concerne les différentes modalités aussi de regard dans le monde musulman et dans le monde chrétien qui est très différent et qui rend compliqué ce rapport au voile aujourd'hui en Occident, j'ai l'impression. Juste une petite remarque, c'est un rapport avec tout ce qui a été dit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est concernant d'une part ce que Camélie a dit quand elle a parlé du Canada, elle dit effectivement, je crois l'article 21, je ne sais plus, eh bien, que la réaction a été « on n'est pas en France ici ». Bon. Et ensuite, dans le film, effectivement, à plusieurs reprises, on parle de laïcité avec une certaine doute, etc., du moins. Bon. Alors, il me semble justement qu'il y a là peut-être un oubli de ce qu'a été historiquement la laïcité. À l'origine, la laïcité, à l'origine, est bien une loi de liberté. C'est ce que dit Jaurès. D'ailleurs, il dit c'est une loi de liberté. Et la laïcité n'est pas du tout irreligieuse. Bien, absolument pas. Elle dit simplement qu'il y a une neutralité de l'État, c'est-à-dire l'État n'a pas, vous savez bien, ni à payer les cultes, etc. C'est pas des églises, d'ailleurs pas d'églises, des églises, bien. Alors bien sûr, on ne parlait pas à l'époque des musulmans, puisque bien, attention, nous étions quand même dans un des pays musulmans, etc. Et je crois avoir appris, je ne sais pas si c'est vrai, que même le fils d'Abdelkader, bien, avait demandé au petit-fils, avait demandé qu'on applique la loi de laïcité en Algérie et que ça avait été refusé. Alors je ne sais pas, vous savez mieux que moi, vous savez mieux que moi. C'était curieusement, effectivement, refusé. Bon, vous me direz peut-être pourquoi. Alors, justement, si c'est une loi de liberté, elle n'est pas religieuse. Et effectivement, je suis d'accord aussi avec vous, la religion, ce n'est pas de l'intime. Ce n'est pas de l'intime, c'est une certaine conception de la religion. C'est nous qui avons cette conception. Bien, et puis donc, d'ailleurs, il y a eu de grands débats après cette loi, vous le savez sans doute. Est-ce que les prêtres pouvaient porter une soutane? À chaque fois, le Conseil d'État a dit non, la loi, c'est une loi de liberté. Est-ce qu'on a même eu un député, n'est-ce pas, qui allait en soutane, bien, à l'Assemblée? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Jamais on n'a voulu interdire le port de certains vêtements, etc. Bon, alors, on peut se poser, bien sûr, la question, pourquoi? Peut-être maintenant, il y a peut-être autre chose qui se joue, notamment peut-être notre rapport avec l'islam historiquement, etc. Donc je voulais à la fois rappeler une chose, et deuxièmement, peut-être, mais la question là sur Abdelkader, parce que je l'ai appris, mais je n'ai jamais eu de précision, bien, et puis également peut-être expliquer pourquoi ces tensions politiques, etc. Moi, je ne suis pas spécialiste en sciences politiques, mais en tout cas, j'ai l'impression que la laïcité en France, telle qu'elle est décrite, peut-être que vous saurez mieux répondre que moi, n'est pas la même que dans les pays libéraux, comme le Canada, ou même l'Angleterre, les États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Et j'ai même l'impression que dans le rapport religion-État, elle est presque inversée, en fait, cette laïcité. C'est-à-dire qu'en France, la laïcité est là pour protéger les citoyens des religions, alors que dans les pays libéraux, le contraire va plutôt être à l'œuvre. Si on revient à la loi de laïcité, ce n'est pas ça du tout. La loi de laïcité dit simplement que l'État doit être neutre, c'est-à-dire ne prend pas position, ne subventionne pas, et que tout représentant effectivement de l'État, bien sûr, doit adopter cette neutralité, n'avoir aucun signe religieux. Tout représentant de l'État, mais pas les usagers. Ça ne concerne pas les usagers. Il y a eu le gros problème, effectivement, de la loi de 2004. Ça a été débattu. Le port du voile, l'interdiction de signes, on a été très ostentatoire, effectivement. Mais pourquoi cette loi a-t-elle été acceptée, votée? Et je la défends d'ailleurs, je la défends, bien entendu, tout simplement parce qu'il s'agit effectivement de mineurs, et il s'agit de protéger les mineurs. On peut supposer qu'on les protège, après tout, d'influence des grands frères, mais aussi, elles pourraient très bien se faire agresser par d'autres qui estiment que le voile c'est pas bien, etc. Là,
vous voyez bien, c'est une loi qui les protège, tout simplement. C'est pourquoi elle est tout à fait, je crois, on pourra en discuter, mais elle est tout à fait explicable, on peut la justifier en France. Alors qu'au contraire, vous le savez très bien, ceux qui veulent étendre cette loi à l'université, on ne peut pas, puisque comme vous l'avez rappelé, ce sont des majeurs. Et dans la mesure où elles sont majeures, elles sont libres, on ne peut pas leur interdire, effectivement, de porter le voile. On ne peut pas, c'est la loi, c'est tout. La loi est très claire là-dessus. Donc la loi ne protège pas contre les religions. Ça, c'est une fausse interprétation qui est donnée de la loi de laïcité. D'ailleurs, quand on va à l'étranger, il m'est arrivé souvent d'y aller, je suis même allé dans des pays musulmans, j'essaie d'expliquer la laïcité, on ne comprend pas. Alors là, je peux vous dire qu'il y a une résistance, on ne comprend pas. Alors on me dit, c'est athée. Non, c'est pas athée. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais dans les pays musulmans, et quand je vais dans des pays, je suis allé en Angleterre, etc., là aussi j'ai eu des réactions parfois assez étranges, où, comme vous dites, oui, mais là on veut protéger les gens des religions, c'est irreligieux. Pas du tout. Mais je pense qu'il y a une confusion par rapport à la laïcité aujourd'hui, en tout cas, voilà, c'est un jugement très personnel, mais la laïcité, est-ce qu'elle n'est pas... c'est comme si elle n'était pas tout à fait la même pour tous et pour toutes. Et c'est en ça qu'actuellement, je trouve que c'est une notion qui est extrêmement problématique et qui est sûrement aussi nommée dans le film. Pourquoi la laïcité ne permet pas une mise à niveau pour chacun? Parce que c'est pas tout à fait ce qui se passe réellement, actuellement, en réalité. Eh bien, par exemple, en France, où nous prétendons être un État laïque, actuellement, les églises, le patrimoine architectural est encore financé par l'État français. Est-ce que c'est compromis en 24, puisqu'effectivement, après le vote de cette loi, il est clair que, je crois, j'ai lu beaucoup de textes dessus, que le clergé français était assez d'accord. Parce qu'il y a eu une tradition, il ne faut pas croire, des catholiques qui étaient effectivement pour la laïcité, parce qu'ils considéraient que les fonctionnaires étaient soumis à l'État et qu'il ne fallait pas que l'Église soit soumise à l'État, au nom de la liberté, justement. Bien, et le clergé était prêt. Mais le pape, c'est lui qui a interdit effectivement d'accepter. Il a interdit. Bon, il faut resituer dans le contexte. N'oubliez pas qu'à l'époque, le Vatican n'existait pas. C'était... le pape n'avait plus aucun pouvoir, etc. Et il ne pouvait pas accepter, justement, qu'on le mette comme ça à l'écart, qu'on rompe, effectivement, nous étions sur le mot échappe. Bien, voyez bien. Et il a fallu ensuite avoir un compromis, et le compromis, bien sûr, c'est comment allons-nous gérer les biens d'église. Vous voyez bien, vous savez, ils ont été... Et le compromis a été celui que nous connaissons. Alors, le problème, le compromis à l'époque a pu avoir lieu parce que tout simplement, avec les églises protestantes, catholiques et juives, parce qu'ils avaient des représentants, parce qu'il y avait une tradition qui existait en France, le problème c'est qu'il n'y avait pas d'abord il n'y a pas, peut-être le clergé musulman, il est très difficile de faire un accord avec l'État, et on sait que c'est tous les débats encore maintenant, bien, et puis ensuite, bon, elle n'était pas très implantée en France, il n'y a qu'une exception, c'est dans Cité, qui a été d'ailleurs inaugurée officiellement, c'est la grande mosquée de Paris. Mais il fallait remercier qui? Ces musulmans qui s'étaient battus pour la France et qui étaient morts dans nos tranchées. Et il y en avait beaucoup. Il fallait les remercier, voilà pourquoi. Je crois même que le préfet ou le ministre a parlé de la mosquée qui allait s'élever vers le ciel avec la cathédrale, avec Notre-Dame de Paris, etc. Un langage un peu plus emphatique, vous voyez, pour cela. Voilà, alors, effectivement, vous avez raison, le problème qui se pose maintenant, c'est que c'est un stade où nous sommes devenus un pays, effectivement, il faut dire multiculturel, multiconfessionnel, tout à fait, vous voyez bien. Et se pose le problème, effectivement, comment, eh bien, pouvoir... le débat, effectivement, comment pouvoir vivre ensemble avec... Puis je reconnais qu'il y a tout un passé, c'est difficile pour certains, pour, je crois, bien, mais autant je suis défendre la laïcité telle qu'elle est, autant j'étais sensible à ce que vous dites, ça ne nous empêche pas de juger. Il faut effectivement qu'il doit y avoir un débat, on peut juger, etc., il est très important. Mais il faut qu'il y ait un véritable débat, pas une accusation. Si effectivement on se trouve devant une musulmane et qu'on veut automatiquement voiler, c'est pas bien, t'es dominé, tu dois... Voilà, il n'y a pas de débat.
En revanche, on peut essayer d'installer un certain espace de discussion. C'est pas toujours facile, hein, dans les religions, c'est pas facile, bien, mais on peut essayer de le faire, en discuter après tout. L'importance de juger et aussi voilà, de dépasser son jugement par le jeu de la discussion. Exactement. Et ce que je voulais dire par là, par rapport à la laïcité, c'est que le traitement médiatique est extrêmement différent actuellement en fonction de ce que l'on peut témoigner de l'Église catholique, par exemple, et de l'islam. Je pense d'ailleurs à ce sujet à un ouvrage de Thomas Delton qui s'appelle L'Islam imaginaire et qui est un ouvrage journalistique mais qui témoigne aussi de cette notion-là au cours de l'histoire, du traitement médiatique de l'islam justement, qui est un traitement qui est ce qu'il est aussi. Oui, je pense qu'il faut, c'est juste un appel à la prudence. Je pense que dans cette discussion, il faut être constamment extrêmement prudent, entre autres parce que prudent à tous égards, prudent dans ses propos, mais aussi prudent dans les définitions historiques et géographiques qu'on se donne. Une partie du problème vient quand même. Je pense qu'il y a deux, si vous voulez, il me semble qu'il y a deux choses qui contribuent à envenimer considérablement le problème. Il y a d'une part, du coup, pour prendre la situation française, deux éléments. Primo, il me semble, là, c'est primo, un incontestable racisme. Et deuxio, un non moins incontestable sentiment au fond de culpabilité, parce que c'est vrai que du point de vue de la laïcité précisément, l'histoire coloniale est terrible. Elle est terrible parce que la colonie française, particulièrement en Algérie, n'a pas fait respecter la laïcité tout à fait volontairement. Il y a un droit particulier pour les musulmans. Alors, il y avait la possibilité pour les musulmans d'apostasier. Et du coup, ils rentraient évidemment dans le droit général. Et tant qu'ils n'apostasiaient pas, l'État français garantissait le droit musulman de la personne, pratiquement jusqu'à la fin. Et il y a une très grande personnalité féministe qui, en 1900, écrit 1901, je ne sais plus, écrit un livre pour dénoncer ça. Elle envoie le livre à l'Assemblée nationale, il n'y a pratiquement pas de réponse sérieuse de l'Assemblée nationale, et ce qu'elle raconte dans son livre est ahurissant, c'est-à-dire que non seulement l'État français globalement oblige les musulmans à se voiler, mais il oblige aussi, il garantit la polygamie, il garantit le mariage des enfants, enfin il garantit tout un tas de choses, donc il exonère en quelque sorte les populations musulmanes par opposition aux populations juives à partir du décret Crémieux, et en opposant volontairement ces deux populations, donc il fait sortir du coup les minorités juives de la dhimmi pour les mettre sous un régime de laïcité. Donc il y a là, et du coup, il y a cette position, et je le rappelais tout à l'heure, le fait que, si on regarde les dévoilements, le dévoilement des Turcs 125, du coup, le dévoilement des Iraniens, qui est un dévoilement très, très violent, très forcé de la part de l'Iran, un dévoilement, je dis bien, en 34-35, il y a des mouvements féministes en Égypte, et donc la haute société musulmane tend à se dévoiler dès les années 20, et les femmes qui restent voilées, ce sont les femmes qui sont soumises à l'autorité française. Ce sont les musulmanes soumises à l'autorité française au Maroc, en Tunisie, et encore plus en Algérie, puisque l'Algérie est une colonie, le Maroc et la Tunisie sont des protectorats. Et que du coup, donc je pense qu'il y a ça d'un côté. Donc effectivement, une mauvaise conscience dans tous les sens, et je trouve qu'on l'entend dans le discours politique de façon très, très lancinante et dans une certaine forme de laïcité qui, je suis entièrement d'accord avec vous, n'est pas la vraie, n'est pas la laïcité légale, n'est pas la laïcité française, qui est la seule, parce qu'il n'y a pas de laïcité anglo-saxonne, tout simplement. Donc, bon, maintenant, là où je dis que j'appelle à la prudence, c'est que d'autre part, nous sommes dans une situation où l'islam est en état virulent, en grande partie en état virulent, et le catholicisme
catholicisme n'est pas actuellement en état virulent. Il est d'ailleurs en état virulent dans certains endroits. À mon avis, ça en prend fortement le chemin au Brésil, et ça en prend globalement le chemin en Amérique latine, et probablement dans un certain nombre de pays chrétiens d'Afrique, mais on n'en est pas là. Et en Europe, le catholicisme, qui a longtemps été à l'état virulent, est actuellement à l'état calme. Et or, nous avons affaire à ce phénomène terrifiant qui est une religion à l'état virulent, qui est un des trucs les pires qui puissent arriver à l'humanité, surtout quand cette religion est un monothéisme. Donc voilà, c'est le type même de l'état virulent, c'est par exemple l'état de l'Europe pendant les cas de religion. Là, on est dans un cas de christianisme à l'état virulent, et c'était marrant pour personne. En ce moment, c'est là où je dis qu'il ne faut quand même pas non plus être unifiant. On a affaire à un islam à l'état virulent. Alors bien sûr, il y a toujours l'histoire dont on bassine de tous ces musulmans en France qui demandent qu'une chose, c'est à pratiquer très normalement, très, très simplement, très, très intimement, etc., à la manière d'eux. Et c'est vrai qu'ils sont majoritaires, mais ils sont évidemment majoritaires, mais ils sont proches, enfin, involontairement proches, ils partagent un espace religieux avec des gens qui sont très bien dans le film, j'en ai pas parce qu'on en parlait dans Les Misérables. Ils partagent cet espace religieux, dit islam, avec quand même des gens qui sont extrêmement agressifs. Je crois, vous voyez, et du coup, je termine juste, et du coup, c'est pour ça que je suis vraiment pour un jugement sur le voile en France très au cas par cas. Je pense que, et très au cas par cas, et je dirais aussi, soyons confiants dans notre regard. Enfin, je suis pas sociologue, hein, je le rappelle, je parle dans ce que je suis, c'est-à-dire historien, théoricien d'art ou un truc comme ça. Ayons tous confiance dans notre capacité sémiologique à décoder ce que nous voyons. C'est pas plus compliqué de décoder un voile que de décoder je sais pas quoi, comment on appelle ça, des mèches, comme disent les coiffeurs, ou un maquillage, si vous voulez, une cravate. On voit bien, on est habitué à ça, on sait le faire immédiatement. On voit bien quand il y a des femmes qui ont l'intention d'agresser le corps social avec leur art, et il y en a. Et donc c'est absolument normal de réagir à une agression, et on voit bien quand il y a des femmes qui librement ont envie de juste lui dire moi je suis musulmane, et ça je suis désolé, c'est pas interdit. La laïcité ne s'applique pas aux citoyens, elle s'applique à l'État, ce qui a été parfaitement rappelé. Donc c'est pas interdit, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est qu'un agent de l'État exprime sa religion. Et de même que la justice et le serre-tête, si incontestable de catholicisme, même du catholicisme de droite, ne sont pas interdits. Ce que je disais, c'est que, heureusement, ce qu'on m'a bien dit tout à l'heure, c'est que c'est bien sûr que la religion. On va très vite. Je crois que vous avez exprimé très largement des positions. Je vais juste revenir sur le terme d'état virulent par rapport à l'islam et au catholicisme. J'entends ce que tu énonces. Néanmoins, j'aurais quand même rappelé une chose par rapport au catholicisme, même si on n'est pas dans un état virulent à proprement parler en France. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties actuellement sur le catholicisme qui, pour moi, me semblent quand même complexes actuellement et qui sont liées à de la souffrance, à de la mort, à du viol, etc. Et que même si on n'est pas dans un état virulent par rapport au catholicisme, on est quand même dans quelque chose qui est actuellement extrêmement complexe à cet égard-là, qui est aussi toujours lié à l'histoire coloniale, etc., où on a quand même pas mal de gens qui ont été abusés par des prêtres. Je parle pas uniquement de pédophilie, beaucoup de femmes également, que ce soit au Vatican ou ici en France, etc. Donc même si on n'est pas dans un état virulent au niveau du catholicisme, les choses sont quand même ce qu'elles sont, quoi. Oui, mais alors là, c'est un sujet très compliqué, nous éloigne un peu peut-être du thème, d'autant plus que voilà, là on est pour le coup dans l'invisible, le caché, alors que je crois que cet état virulent qu'évoquait Bruno Nassima-Boudra, c'est au contraire cette ostentation et cette hyper-présence. Bon, il
va être l'heure de nous quitter. Un grand merci pour vos questions, un grand merci à nos invités, bien sûr. Et un grand merci à toi pour tes... Et à bientôt. Au revoir, merci. Petit rappel, le spectacle sera joué demain à la Maison de la Culture, du Théâtre, pardon. Voilà, j'ai tout fait. Maison du Théâtre, demain 430 et 19h.